Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver au 20h30, lundi 15 octobre 2018. Voici la une du journal. Mission terminée pour la Commission nationale de recensement général des votes. Demain mardi, le Conseil constitutionnel entre en scène pour le contentieux post-électoral. Mission vitale que celle de la femme rurale camerounaise, célébrée ce 15 octobre, journée internationale consacrée à ces nourricières. Le thème et les mots du jour dans ce 20h30. Mission de maintien de la paix en Afrique, le Cameroun va abriter la supervision technique des formations. La fin des travaux à l'EI-Force est racontée dans ce journal. Voilà pour les titres. Tapis rouge pour la femme rurale. Un jour n'est pas coutume. Ce 15 octobre est journée internationale consacrée à celle qu'on appelle trivialement la villageoise. Aujourd'hui, une actrice majeure des processus de développement. Et cette année, le monde appelle à une plus grande autonomisation de la femme rurale à travers le développement des partenariats dits efficaces. Sidoine Monkam revient ici sur le contexte et les enjeux de cette célébration. Considérées comme le moteur de la sécurité alimentaire, les femmes rurales représentent le quart de la population mondiale. Au Cameroun, elles sont estimées à un peu plus de 52% des femmes actives. Grâce à leur audace et à leur dynamisme, elles fournissent environ 90% des produits vivriers qui alimentent nos marchés, d'où la nécessité de leur encadrement. Souvent, ces femmes sont considérées comme des laissées pour compte. Il faut qu'on les accompagne. Comment mieux produire et que tous les Camerounais comprennent vraiment l'importance de la femme qui vit en zone rurale. Cette journée à elle dédiée se tient dans un contexte particulier au regard des multiples difficultés qui handicapent leur quotidien. L'absence des ressources financières et techniques, le non-accès à la terre, la domination masculine, l'analphabétisme. Il est question de relever leur niveau de vie. Si la femme rurale est formée, si elle a l'information, elle contribue vraiment au développement et elle améliore son quotidien. C'est vraiment ça la base. Elle lutte de manière durable contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, on l'observe surtout en zone rurale. Déjà près de 18 000 femmes formées en activité génératrice de revenus selon le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. La femme rurale en zone de conflit n'est pas en reste car elle constitue également une priorité pour le gouvernement. Le centre de promotion de la femme et de la famille de Bamenda a été brûlé justement parce que les responsables du MINPROF essayent d'encadrer les femmes qui sont plus touchées par le conflit. Parce que ce sont les femmes qui essaient de nourrir la famille, c'est elles qui accompagnent les enfants à l'école et c'est pour ça que c'est elles qui sont aussi attaquées. L'autonomisation de la femme au centre de cette 23e édition est un impératif, mieux une préoccupation constante des pouvoirs publics qui vise à accroître son leadership et son plein potentiel. Pour marquer cette célébration au Cameroun, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille rappelait le rôle central de la femme rurale dans la préservation de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa donnait un point de presse sur la célébration ce lundi en son cabinet ici à Yaoundé. Ce qu'il faut en retenir, Catherine Toulou et Langa. Le rôle de la femme rurale reste primordial dans le développement du Cameroun. Par son action, elle consolide l'unité familiale et suscite le vivre ensemble. Un rôle que le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, a tenu à rappeler ce lundi face à la presse. Elle a reconnu que ces femmes, une fois éduquées, peuvent aller jusqu'à consolider la paix dans notre pays. Au Cameroun, des actions sont mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans tous les secteurs de la vie. On peut citer entre autres le maintien des filles dans les établissements scolaires même en cas de grossesse, l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, les politiques d'encouragement des filles, la création des centres de promotion de la femme et de la famille du MINPROF. C'est une journée qui permet à ces femmes rurales de saisir les opportunités que leur offre le gouvernement camerounais pour les rendre encore plus compétitives. Les femmes rurales sont à la base de nombreux changements économiques et sociaux favorables au développement durable. Elles représentent la majeure partie de la main-d'œuvre agricole dans le monde et contribuent indéniablement à la lutte menée contre la faim et la pauvreté. Par leur présence, les femmes rurales stabilisent la vie en campagne et réduisent l'ampleur de l'exode rural.
Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, par exemple, organise ainsi chaque année des formations qui s'adaptent aux besoins de ces femmes rurales. Il y a également des plateformes désormais offertes qui leur permettent de défendre leurs droits. La femme rurale en a pris conscience et de plus en plus s'ouvre à l'éducation. A déplorer tout de même au fil des ans l'engouement plutôt mitigé que cette célébration soulève chez les principales concernées. La journée internationale de la femme rurale passe en effet presque inaperçue généralement dans nos villages. Voici des vedettes qui s'ignorent, rencontrées ce lundi en Loévoué, par exemple dans la Mofoué à Famba par notre reporter Pierre Binambarka. Une journée internationale, celle de la femme rurale, commémorée en toute ignorance presque. Je ne savais pas, mais c'est ce matin que j'ai entendu parler de ça à la radio. Je sais quand même qu'il y a une journée de la femme rurale. Moi, je suis au champ aujourd'hui parce que moi, je ne savais même pas d'abord qu'il y a fête aujourd'hui. Voilà un peu l'info recueillie sur le terrain. Puisque Mme Pauline Amougou pouvait faire la fête, mais sans info, elle est au champ le jour des fêtes. C'est avec ça que je nourris toute ma famille. Je travaille les champs comme ça, le manioc, le pem que je coupe, que je prends comme ça pour aller préparer. Un peu de pem, peu de manioc, des noix de palme, des tubercules de manioc, le tout est joué pour le repas du soir. Madame Pauline Amougou, femme rurale, ne compte pas que sur l'agriculture. Après le champ, je viens à la maison, j'apprête la nourriture pour la maison. Après ça, je fais aussi la couture. Vraiment ingénieuse, elle est aussi détentrice d'une vente à emporter. En attendant le plat de résistance qui tarde à venir, Madame Amougou, Pauline, sert à son cher époux du manioc et quelques belles prunes brisées. Être femme rurale, quand même un rôle difficile. La terre n'est plus fertile. Il faut faire un grand champ, il n'y a même pas assez de matériel. Difficile de faire le tour des activités plurielles qui rythment le quotidien de cette femme rurale. Que dire, sans répit, la femme rurale reste fantastique. Une mamelle nourricière qui déploie son énergie en toute ingratitude ou méconnaissance de son rôle par les autres. Que dire d'elle? Je cherche encore le mot. La femme rurale dans la région du Sud Cameroun n'est pas en reste en cette journée de célébration. Les mêmes problèmes certes, mais avec ses spécificités et son quotidien, elle contribue tout autant à l'économie locale et même nationale. Anissé Sister-Essiane est à Ebolova. Dans la région du Sud, elles sont nombreuses à se nourrir de la terre. Elles partagent leur journée entre travaux champêtres et activités domestiques. Cependant, les femmes rurales peinent à écouler leurs produits, fruits de nombreux efforts inlassables. Nous vivons au village, mais nous avons des difficultés pour avoir des terrains. Pour les plantations, nous sommes obligés de courir derrière les autochtones pour qu'ils puissent nous prêter, parfois même louer le terrain pour essayer de planter. Notre difficulté, c'est que la route d'Ngebagnou est plus mauvaise. Pour arriver en ville, j'attends la voiture 2 jours ou bien 3 jours pour venir vendre mes bâtons. Pourtant, au plan économique, la femme de l'arrière-pays contribue à elle seule à plus de la moitié de la production agroalimentaire. D'où l'accompagnement des pouvoirs publics qui en ont bonne conscience. L'État appuie les communautés rurales, y compris les femmes. Nous déplorons un peu le fait que les producteurs ne viennent pas beaucoup chercher l'information, mais nous continuons d'attraper le taureau par les cornes pour que les choses avancent. Travailleuses infatigables, les femmes rurales nourrissent un seul rêve, accéder définitivement aux outils modernes afin que l'agriculture de seconde génération pour elles ne soit plus une vue de l'esprit. Et comme pour couronner en beauté cette édition de la Journée internationale de la femme rurale, des mariages collectifs étaient célébrés ce lundi à Baleng. C'est dans le département du Honkam, région de l'Ouest. Parmi les mariés, un couple qui met ainsi un terme à 40 années de concubinage. À Baleng, le reportage de Michel Abanda.
Bisou et Youyou pour ces couples venus des confins du département du Onkam. Parmi les mariés, des amoureux qui ont vécu 40 ans dans l'illégalité, ils s'aiment pourtant comme au premier jour. Nous on est fiers, très fiers. Nous prions Dieu parce qu'il nous a donné cet âge d'être ensemble avec ma femme pendant 40 ans. Le cœur n'a pas d'âge. Les jeunes couples sont également heureux de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Nous remercions Sa Majesté qui a pensé à cette journée-ci. Vraiment chérie, je vous remercie beaucoup. On va tenir. Polygamie, monogamie, chaque couple y va de son choix et de ses ambitions. L'important pour l'État, c'est l'épanouissement de la femme rurale. Par cet acte civil-ci, la femme rurale va trouver cette stabilité-là et elle pourra être plus dynamique, plus autonome et plus libre. Offrir une union légale à la femme rurale, c'est la protéger contre toute forme de souffrance. Il s'agit de promouvoir la famille. La famille est le socle sur lequel repose toute la nation. Faire en sorte que nous ayons des foyers où il y a l'amour, des foyers où l'on peut éduquer des enfants et en faire demain des citoyens responsables. La célébration de la journée mondiale de la femme rurale à Baleng a également permis à ces agricultrices d'exposer les produits de leurs travaux champêtres. L'actualité politique, mission terminée pour la Commission nationale de recensement général des votes. Le Conseil constitutionnel, désormais en possession des procès-verbaux, entre en scène demain mardi à 11h. Ce sera au Palais des Congrès de Yaoundé pour l'ouverture de l'audience publique de règlement du contentieux post-électoral. Sur la table des 11 sages, 18 requêtes introduites en annulation partielle ou totale de l'élection présidentielle du 7 octobre. Thérèse Yolande Edima rappelle ici le cadre légal de cette audience publique qui s'ouvre demain. L'audience publique de règlement du contentieux post-électoral est un grand moment dans le processus électoral, car elle constitue l'ultime phase qui ouvre la voie à la proclamation des résultats définitifs du scrutin. S'agissant du déroulement de l'audience, elle n'est pas spécifique. Les affaires inscrites au rôle sont appelées l'une après l'autre, et lorsqu'une affaire est appelée, on donne la parole au rapporteur qui déroule donc son rapport. À la suite du rapport, les parties, n'est-ce pas, font leurs observations, puis vient alors les réquisitions du ministère public. Par la suite, le Conseil statue et rend sa décision sur le champ ou met en délibéré pour la fin de l'audience ou pour une autre audience. Le Conseil constitutionnel juge électoral va statuer ce mardi sur 18 requêtes en annulation totale ou partielle de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Une audience solennelle très attendue au regard des recours introduits par les requérants. 3 principaux griefs figurent sur le rôle. Le candidat du MRC, Maurice Kamto, demande l'annulation partielle des opérations électorales. Cabral Libi du parti Univers et Joshua aussi du SIF souhaitent l'annulation totale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Autant d'éléments qui vont permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer. Dans les requêtes, on doit trouver des éléments qui peuvent influencer de manière profonde le résultat du scrutin pour que ces requêtes soient recevables. Le reste, c'est un débat juridique et il revient à la Cour constitutionnelle d'apprécier. Le verdict de cette audience publique est très attendu, mais une fois le jugement rendu, il est définitif et donc sans appel. Beau jeu des institutions, passage de bâton réussi donc. Mais revenons à présent sur la fin des travaux à la Commission nationale de recensement général des votes. Le président Émile Essambé et les membres de l'instance ont remis leur procès-verbal, on l'a dit, ce lundi au président du Conseil constitutionnel. Délais légaux respectés, sentiment de devoir bien accompli. Confirmation dans ce reportage de William Badier. Par cet acte solennel, le procès-verbal de la Commission nationale de recensement général des votes est officiellement transmis au Conseil constitutionnel. Un document dont l'acte final de l'élaboration remonte au samedi 13 octobre à 22 h. Le procès-verbal a été paraphé par l'ensemble des membres de la Commission, excepté les représentants de 2 candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit du représentant du maître Akeremouna, absent des travaux depuis le 9 octobre, date de l'installation des membres de la commission, et de Prosper Nkoumvondor, le représentant du candidat Cabral Libi, pourtant présent à ces travaux.
Mais globalement, les représentants des candidats sont satisfaits du climat qui aura prévalu au sein de la commission. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions, donc il n'y a pas eu de problème. À en croire certains représentants des candidats, le volume du travail de quelques commissions départementales n'aura pas rendu la tâche facile à la commission. Il y avait beaucoup de contradictions entre les chiffres. Nous étions obligés de rentrer dans les éléments des commissions locales de vote, dont une façon de faire le travail de la commission départementale de supervision et donc rectifier tout ce qu'il y avait comme anomalie. Des débats contradictoires auront particulièrement nourri les échanges. Le travail a été accompli de manière très contradictoire, mais également de manière très conviviale, sans que des éclats de voix ne soient donnés à ce niveau. Le Conseil constitutionnel va exploiter ce procès verbal dès le 16 octobre à l'audience du contentieux post-électoral. Et avec l'ouverture demain mardi de cette audience relative au contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel entame ainsi la dernière ligne droite vers la proclamation des résultats du scrutin du 7 octobre. L'approche de cette échéance amplifie les appels au calme et au respect du verdict du Conseil constitutionnel à travers le pays. Voici les dernières réactions dans cette synthèse de Philippe Roger Sama. Le bon déroulement du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier a apporté la preuve de la maturité du peuple camerounais, déjà bien connu sous plusieurs cieux. Dans cette optique, l'escalade du discours de certains leaders politiques au lendemain de cette élection a fait l'effet d'un pétard mouillé au regard des voix qui se sont élevées pour condamner toute forme d'appel à la violence et à l'insurrection. Tous les chefs unanimement condamnent cet acte et ne sont pas pour la révolte et le désordre dans notre pays. La communauté musulmane du Cameroun tout entier, nous condamnons avec dernière énergie. Aucun Camerounais n'ira dans la rue. Camerounais, on n'accepte pas des situations qui n'est pas bon. On cherche la paix pour notre pays. La nation, dans ce qu'elle compte comme voix autorisée, s'est mobilisée pour appeler au calme. Que les gens suivent d'abord jusqu'aux 15 jours qu'on a fixés pour délibérer et connaître qui sera président, qui est d'abord la paix. Nous disons non à toutes sortes de rébellions, à toutes sortes de troubles qui peuvent venir causer des problèmes. Dans la même mouvance que les dépositaires du pouvoir ancestral, les ministres du culte, toutes confessions confondues, ont également exhorté à la tolérance. On ne va pas arracher quelque chose de la main de Dieu, qu'on attende que Dieu nous donne. Et après avoir reçu, on prie. Nous avons déjà donné des consignes à nos fidèles de ne pas relâcher dans la prière pour que le processus s'achève dans de très bonnes conditions. Celui que Dieu aura choisi, il faudrait qu'on le suive comme Dieu l'a voulu. Les Camerounais sans distinction de chapelle politique, de religion, de tribu ou de classe sociale conseillent le respect du verdict attendu du Conseil constitutionnel. On attend la fin de match. Dans l'arbitre va encore siffler la fin de match. Et l'arbitre de cette fin de match, c'est quoi? C'est dans notre pays, la Constitution et la loi électorale, c'est le Conseil constitutionnel. Les Camerounais sont devenus intelligents et personne ne descendra sur la route en attendant les résultats du Conseil constitutionnel. Nous demandons aux hommes politiques de se ressaisir et de faire confiance à la loi camerounaise. Nous attendons le verdict du Conseil constitutionnel. Pour la nation, dans sa très large majorité, seul le respect des institutions est gage de promotion d'une paix durable, profitable à tous. Dans la suite du journal, cette bonne nouvelle qui vient de Genève en Suisse, le Cameroun est désormais membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Notre pays a en effet été élu vendredi pour un mandat de 3 ans par 176 voix sur les 197 votants que sont les membres du Conseil. Le Cameroun enregistre ainsi le second meilleur score sur les 18 pays admis cette année au sein de cette institution logée dans la capitale helvétique. Un véritable plébiscite, Laurentine Bokono. Malmenés,
Vilipendé ou encore outragé dans les réseaux sociaux par certaines ONG de mauvaise foi en quête de publicité, l'image du Cameroun en matière de respect des droits de l'homme vient de prendre une sacrée revanche. C'est une épreuve évidente de ce qu'il y a une différence entre parfois tout un ensemble de messages qui sont véhiculés à travers les réseaux sociaux, qui obéissent à d'autres logiques parfois, et finalement les positions institutionnelles. Élu par 176 voix sur 197 votants, le Cameroun fait une entrée remarquable au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette victoire diplomatique constitue une nouvelle marque de reconnaissance de l'action diplomatique du Cameroun sous la haute impulsion de son chef. Il faut dire que c'est un accomplissement majeur sous le leadership du chef de l'État qui a systématiquement prescrit l'adhésion de notre pays à l'ensemble des pactes internationaux relatifs justement aux droits de l'homme. Au cours de la période 2019-2021, notre pays fera entendre sa voix dans le cadre de l'élaboration, de la conduite et de la gestion des droits de l'homme dans le monde. Son action au plan sous-régional en matière de gestion des réfugiés et des personnes déplacées fait du Cameroun un exemple à suivre. Le Cameroun continuera d'être ce pays envié, ce pays qui fait l'objet de convoitises, mais en même temps qui, de par les atouts qui sont les nôtres, est une voix qui continue de compter sur la scène internationale. Créé en 2006, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies intervient sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. La gestion sans casse de certains conflits tels que la lutte contre Boko Haram ou contre les séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest, au regard de l'ampleur de la provocation, fera du Cameroun un cas d'exemple et une source d'inspiration pour le règlement pacifique des situations similaires dans le monde. Autre belle annonce ce lundi, Yaoundé, désormais capitale africaine pour le maintien de la paix. La capitale camerounaise est en effet désignée pour abriter le siège de l'APSTA, l'Association africaine des institutions de formation au maintien de la paix. L'annonce était faite ce lundi au terme des sessions ordinaires de l'Assemblée générale annuelle et du conseil d'administration de cet organe technique d'appui à l'Union africaine pour l'harmonisation des formations au soutien de la paix. Pierre Evembe revient sur la fin des travaux à l'œil force. C'est une grande victoire pour le Cameroun qui confirme son statut d'Afrique en miniature et le creuset de la paix en grandeur nature. Yaoundé va habiter le siège du prestigieux organe technique d'appui à l'Union africaine pour la coordination, l'harmonisation et la standardisation des formations et exercices de soutien à la paix de la force africaine en attente. Avec l'établissement du siège de son secrétariat permanent et sa nouvelle constitution qui reflète le charisme d'une institution panafricaine et internationale, l'Association africaine des institutions de formation au soutien de la paix a dès lors une période de transition de 6 mois pour implémenter ces textes sous la tutelle du Cameroun et du désormais secrétaire exécutif Jean-Eudes Biem. Et pour encourager les efforts consentis par le gouvernement pour assurer la suivi de l'APSTA, la première présidence rotative de 3 ans revient au Cameroun. Une parfaite convergence de vues entre les organisations parties prenantes de l'APSTA sur l'impératif de bâtir ensemble une organisation forte et cohérente, capable de répondre aux importants défis sécuritaires. Satisfaction et gratitude de Galax et Toga, représentant le ministre de la Défense, aux participants et à l'œil force qui a manifesté la force du Cameroun dans la consolidation de la paix dans le monde. La suite de la visite de Madame le professeur Marina Kazula au Cameroun. Ce lundi, la coordinatrice des formations en ingénierie du développement des territoires est allée partager l'expérience de son université de Toulouse en France avec les étudiants de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Séverin Legambele raconte ici les échanges de ce deuxième forum sur la décentralisation et la coopération universitaire. La réflexion engagée au campus de l'IRIC à Yaoundé est en fait la matérialisation d'un accord de partenariat signé en juillet dernier entre l'Université de Yaoundé 2 et l'Université de Toulouse 1, Capitole.
Partant des savoirs, des savoir-faire et des compétences techniques, il est question d'accompagner les projets de développement des collectivités territoriales. On comprend dès lors la présence à ce forum du professeur Marina Kazula, coordinatrice des formations en ingénierie de développement des territoires de l'Université de Toulouse 1, de l'inspecteur général du ministère de la décentralisation, des responsables à divers niveaux de l'Université de Yaoundé 2. Notre challenge, c'est d'essayer de former au maximum des cadres camerounais pour que nos communes n'aient plus ce problème de personnel qu'on décrit tous les jours. L'expertise universitaire qui nous aiderait à la recherche de nouvelles niches, n'est-ce pas, de financement, qui renforcerait les capacités des élus locaux en matière de développement local, pourrait booster, accélérer encore la décentralisation. Parce qu'il vous souvient, il n'y a pas une école qui forme les maires. L'avancée du processus de décentralisation tient à l'expertise universitaire, mais aussi à l'expérience des communautés de foi. La paroisse, en tant qu'unité locale, s'auto-développe. Elle bénéficie de l'appui du diocèse ou bien du consistoire ou du synode, mais ce n'est pas le synode ou bien le diocèse qui décide de ce que doit devenir la paroisse. Nous pensons que c'est un modèle de décentralisation. Cette réflexion qui va durer 3 jours devra permettre d'ouvrir davantage la voie à la dynamique opérative de manière à comprendre plus aisément les particularités de chaque territoire. En santé, le Cameroun compte 27 nouveaux professionnels spécialisés dans le contrôle des épidémies. Cette cuvée d'épidémiologistes recevait ses diplômes ce lundi au cours d'une cérémonie que présidait le ministre André Mamafouda. Voici le reportage de Elvire Nina Galima. Voici la fin de 2 années de formation en épidémiologiste de terrain et en système de gestion d'incidents. Le tout couronné par les certificats CDC. 3 administrations sont concernées par la formation, notamment le ministère de la Santé publique, le ministère de la Défense et le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. À côté de cela, il faut également ajouter les participants de la République centrafricaine, le Tchad et le Congo. C'est une formation d'épidémiologie de terrain qui est reconnue dans le monde, qui se délivre dans 70 pays dans le monde. Et la notre formation en épidémiologie de terrain, nous la délivrons en collaboration avec l'Université de Bouéa. C'est vraiment le programme qui va donner au Cameroun des hauts cadres capables d'améliorer la lutte contre la maladie, la réponse contre les épidémies. Il y a un certain nombre de personnels qui doit accompagner les équipes sur le terrain. Et ce personnel va servir un nouveau centre des opérations de gestion de santé publique qui est en train d'être conçu. Expérience acquise au cours de cette formation implique au lauréat la gestion des événements de santé publique. Nous avons tout au long de la formation acquis des connaissances qui nous permettent d'être efficaces partout. Dans tout ce qui est surveillance épidémiologique, investigation, tout ce qui est en fait réponse aux problèmes de santé publique. La fin de la formation donne également l'occasion aux lauréats et au gouvernement camerounais de dire au revoir au Dr Els Mathieu, conseiller résident de CDC Atlanta auprès du Cameroun, arrivé en fin de séjour. Actualité dans les TIC, la 4e édition de l'Africa Code Week se prépare au Cameroun. Un prélude à cette compétition panafricaine sur les codes et la programmation. Un séminaire de formation avait lieu récemment au lycée bilingue de Daïdo à Douala. Nous retrouvons dans la capitale économique Laura Mbala à Tangana. Devenu un événement annuel depuis 2015, la Africa Code Week se tiendra cette année dans 36 pays africains. Le Cameroun, qui fait partie de ces États et vainqueur de l'édition 2017, affûte les âmes de ses formateurs. Cette année, l'accent est mis sur le codage par Scratch. Habituellement, nous, du domaine en développement, il y a des lignes de code à saisir. Avec Scratch, qui est la méthode, l'outil utilisé pour le développement, dans ce cadre, il n'y a aucune ligne de code. Ce concept de la SAP, l'un des géants d'informatique d'Europe, concerne les jeunes de 8 à 24 ans et vise à éveiller l'essence de ces derniers dans le domaine informatique. La particularité de Africa Code 8, c'est qu'on initie le jeune apprenant très tôt à l'outil informatique. Donc contrairement à la programmation classique qui est un peu complexe pour les jeunes qui ne maîtrisent pas encore tous les contours mathématiques. Le choix de l'outil Scratch comme module de formation cette année n'est pas à nous deux.
notre choix en ce qui concerne l'outil d'enseignement sur Scratch. Parce que non seulement il est ludique, mais il est facile à apprendre. En 2017, 390 jeunes ont été formés au Cameroun dans le cadre de la Africa Codes Week. Pour cette année, l'objectif est de franchir la barre de 500 000 jeunes. Après Douala, escale sur Yaoundé pour la suite des formations des formateurs et rendez-vous le 17 octobre pour le début des compétitions. Et voici d'autres contributions au plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État en faveur des populations du sud-ouest et du nord-ouest. Les Camerounais résidant en Belgique expriment leur solidarité. Ils procédaient à une levée de fonds en présence de l'ambassadeur, son Excellence Olivier Kenago Tazo. Les précisions dans cette correspondance particulière de Djaratou Djibrila à Bruxelles. Pour manifester un élan de solidarité envers leurs compatriotes, le personnel de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, sous l'impulsion de son Excellence l'ambassadeur Daniel Evina Abe, s'est mobilisé pour réunir leurs contributions en faveur de populations victimes des exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Belgique a veillé à ce que les fonds récoltés soient gérés de manière transparente par ses collaborateurs chargés des opérations financières dans le cadre de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président Paul Biya. Nous pouvions recueillir l'argent de deux manières, soit directement en espèces auprès du responsable de l'ambassade qui recueillait les fonds, soit par virement dans le compte de l'ambassade. Rappelons qu'une mobilisation pareille s'était effectuée lorsque Boko Haram faisait encore fureur dans la région de l'extrême nord. Vous aurez naturellement vous-même corrigé. C'était l'ambassadeur Daniel Evinabe qui coordonnait donc cette opération là-bas à Bruxelles. La fondation Groupe Activa vient de remettre un lot de matériel de laboratoire à l'université Saint-Jérôme de Douala, un soutien qui compte pour la formation des étudiants de cette institution en recherche médicale. Laura Mbala Atangana, une fois de plus, à Douala. Une date symbolique qui marque une ère nouvelle pour l'université Saint-Jérôme de Douala. La fondation Groupe Activa, dans sa politique de responsabilité sociétale, apporte son soutien pour la création au sein de cette institution universitaire d'un laboratoire d'analyse médicale. Cette année, ils ont ouvert une filiale en soins infirmiers et le don était bien à propos par rapport à ce à quoi les étudiants auront besoin pour leur formation en soins infirmiers en laboratoire. Un don qui s'inscrit dans la continuité des activités marquant la célébration des 20 années d'existence du groupe Activa, après la célébration en avril dernier d'une messe d'action de grâce. Une action qui va permettre aux étudiants de l'université Saint-Jérôme d'être à l'abri de certaines tracasseries. Les étudiants n'auront même plus à se déplacer très loin pour aller chercher des laboratoires d'analyse médicale et ils auront tout sur place. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce matériel de laboratoire devra également contribuer à la continuité des missions de cette université confessionnelle, celle de la formation efficace des jeunes afin de favoriser l'employabilité. Aujourd'hui, nous avons un rayonnement de plus par l'attribution des dons d'Activa, de la fondation Activa. Il y a une contribution forte comme pierre angulaire à l'élaboration de cette formation de la jeunesse. Le premier magistrat de la ville de Douala, Dr Fris Tonnet, a salué l'initiative de la fondation Activa qui, de son avis, permettra la formation de futurs cadres dans le domaine médical. Créée en 2014, la fondation Groupe Activa se donne pour ambition de contribuer au développement du continent africain sur le plan économique et social. Son champ d'activité étant la santé, l'éducation, l'environnement et le développement durable. La page des sports pour parler des éliminatoires de la CAN 2019. Demain mardi, le match Malawi-Cameroun. Dans la tanière, Georges Constant Mandjek porte le brassard de capitaine. L'entraîneur de l'équipe nationale, Clarence Seedorf, compte sur chaque joueur pour remporter ce match. Il a fait ses annonces au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce lundi. Retrouvons pour d'autres nouvelles l'un de nos envoyés spéciaux à Blantyre, Serge Fouasgue.
L'offre reste dans sa logique de changement. L'entraîneur des Lions l'avait annoncé. À chaque match, des modifications, même au niveau du capitaine des troupes. Cette fois, l'honneur revient à Georges Constant Mandiek. Le joueur du Maccabi Haïfa en Israël semble bien conscient de sa responsabilité. Avec ses coéquipiers, ils veulent rester dans la bonne dynamique. L'état d'esprit reste le même. Voilà, on a commencé un boulot très important à Yaoundé. On a remporté ce match dans la difficulté. Et aujourd'hui, on a envie d'achever ce qu'on a commencé vendredi. Donc on est là pour prendre les 3 points pour rester premier dans notre groupe. La séance du jour, dernier réglage d'avant-match, était orientée vers la mise en place tactique, loin des regards de la presse. Mais au menu, passe, conservation de balles, coup de pied arrêté, coup franc et pénalty. Aucune présence de joueurs à l'infirmerie. La coordination nationale confirme le bon état d'esprit dans le groupe. L'ambiance est bonne, tout le monde est prêt. Les conditions sont réunies pour faire un très grand match demain. Les joueurs se reposent, l'hôtel est confortable. La fédération et le gouvernement ont fait le maximum pour mettre les joueurs dans de meilleures conditions. Les Lions qui comptent à nouveau éteindre les flammes devront tout aussi bien éteindre la détermination et la ferveur du public qui s'annonce encore plus vive. Et immédiatement après ce journal, la CRTV vous propose de revivre le match aller Cameroun-Malawi, un documentaire qui va donc revenir sur les coulisses avant, pendant et après ce match. Lions indomptables, destination Cannes 2019, c'est donc après le 20h30. Et cette annonce vient mettre un terme à cette édition du journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. La Commission nationale de recensement des votes rend sa copie ce lundi et demain mardi, le Conseil constitutionnel ouvre l'audience publique sur les 18 recours reçus. Le dynamisme de la femme rurale célébré ce 15 octobre au Cameroun à l'occasion de la journée internationale à elle dédiée. Également dans l'actualité ce lundi, il y avait la fin des travaux à l'EUFORS avec le Cameroun désigné pour abriter la supervision technique des formations de la mission de maintien de la paix en Afrique. Fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. Retrouvez d'autres informations sur cette antenne à minuit. Ce sera avec Jean-Cyriac Bessé et Patricia Leba. Vous pouvez également revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. CRTV News a regardé également sur le canal 394 sur le bouquet canal satellite. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.